Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo des oies sacrées. J'espère que vous allez bien, parce que nous oui, et on est très contents de vous revoir. Dans cet épisode, nous allons aborder la question de la restauration et de la conservation dans l'histoire de l'art, qui sont deux matières qui appartiennent à cette discipline. Vous devez donc vous demander, mais qu'est-ce que la conservation, la restauration et l'histoire de l'art? L'histoire de l'art, c'est une discipline qui a été principalement inventée et répertoriée par Winckelmann au XVIIIe siècle. Quant à la conservation et à la restauration, ce sont deux disciplines qui s'attachent à protéger un objet des dégradations tout en cherchant à se rapprocher de son état original au maximum. La définition la plus admise dans les milieux scientifiques de l'histoire de l'art, c'est la définition de l'ICOMCC qui a été validée à New Delhi en 2008. Et elle dit ceci: ensemble des mesures et actions ayant pour objectif la sauvegarde du patrimoine culturel tout en garantissant son accessibilité aux générations présentes et futures. Le but de ces deux disciplines est donc de maintenir la signification, les propriétés physiques, mais aussi la compréhension de l'usage de ces biens culturels. Pour cela, les conservateurs et restaurateurs vont essayer de respecter la signification culturelle, historique, esthétique, artistique et éthique des biens culturels dont il est l'objet. Les biens culturels, ce sont des objets qui ont tous un passé ou un lien avec une tradition culturelle. Il en existe deux sortes, ceux qu'on dit mobiles, donc on peut déplacer comme les œuvres d'art, les livres, les manuscrits, et les biens immobiles, ceux que l'on ne peut pas déplacer, tels que les sites archéologiques, les monuments d'architecture. Cette notion d'objet, elle nous amène aussi à la question de la perte et de la mémoire, vu que la conservation et la restauration ont toutes deux pour but de préserver la mémoire de l'objet. La conservation, elle va plutôt s'attacher à empêcher une dégradation, tandis que la restauration, c'est un but actif. On a déjà perdu quelque chose et on va essayer de le restaurer. Les professionnels doivent faire face à 4 questions principales quand ils doivent s'occuper d'un objet. Des questions d'abord éthiques. Quelle conduite morale doivent-ils prendre face à l'objet? Des questions esthétiques. Quels sont les critères d'appréciation de cet objet? Mais aussi des questions de valeur. Quelle est la fonction et l'usage de l'objet? Et finalement, des questions de hiérarchie. Quelle est la place de l'objet dans sa culture et sa place par rapport aux autres cultures? Nous avons donc des questions à valeur sociale, comme celles que nous venons de nous poser maintenant, mais nous avons aussi des questions à valeur physique et plutôt matérielle sur la composition de l'objet, les matériaux utilisés, sa provenance. Les professionnels vont ensuite réaliser une étude technologique où ils vont noter les matériaux, mais aussi les procédés de fabrication et d'obtention de l'objet. Enfin, ils vont réaliser une liste ordonnée des altérations observées à l'œil nu sur l'objet. Après donc ces observations à l'œil nu, les spécialistes doivent se mettre d'accord sur le fait de restaurer ou de conserver. Comme on l'a déjà dit, la restauration, elle va agir directement sur l'œuvre pour qu'on puisse mieux comprendre ce qu'elle raconte. Tandis que la conservation, elle va agir sur une œuvre qui est en cours de dégradation ou qui est à venir en cours de dégradation. Je m'explique. On a dans ce cas la conservation préventive qui, elle, va agir dans le cadre d'une mise en danger d'une œuvre. Une œuvre est dans un contexte qui n'est pas favorable à sa conservation. Dans ce cas-là, on fait une conservation préventive. Dans l'autre cas, où l'œuvre est déjà en cours de dégradation, on va réaliser une conservation curative, c'est-à-dire qu'on va agir sur l'œuvre, sur son support par exemple, pour empêcher qu'elle se dégrade ou empêcher en tout cas qu'elle continue de se dégrader. Suite à cette décision, les spécialistes vont réaliser un cahier des charges où ils vont expliquer les objectifs de ces interventions et ils vont enfin proposer une intervention avec les détails de celle-ci. En restauration, le but principal est donc de rendre lisible l'œuvre pour la mettre en valeur, mais il y a des principes déontologiques que les restaurateurs doivent respecter. On trouve d'abord le principe de lisibilité, qui veut que le message transmis par l'œuvre doive toujours être lisible après restauration et ne doivent pas être modifiés au cours de l'intervention. On trouve aussi le principe de irréversibilité et de visibilité. Je m'explique, en gros, les interventions que réalisent les restaurateurs doivent être visibles, donc on doit voir qu'il y a eu restauration et on doit pouvoir faire la différence, mais on doit pouvoir aussi dérestaurer l'œuvre, c'est-à-dire que s'il y a un problème dans la restauration, on doit être capable de voir qu'est-ce qui a été restauré et de pouvoir retirer ce qui a été fait. Et ce qui amène donc du coup à la dernière règle que doivent respecter les restaurateurs, qui est celle de la compatibilité des matériaux. En effet, les matériaux qu'ils utilisent pour restaurer les œuvres, elles doivent être compatibles en fait avec les matériaux déjà utilisés pour la création de l'œuvre. La restauration et la conservation ont donc des buts et des finalités qui peuvent être différentes.
La principale et la majeure, c'est celle qui va chercher à se rapprocher le plus possible de l'état de l'objet initial sans pour autant le remettre à neuf. Il existe aussi la réhabilitation qui va chercher à rendre une fonctionnalité à l'objet quand celle-ci est perdue ou alors à l'adapter pour des raisons de confort ou de sécurité. La rénovation, quant à elle, va plutôt chercher à privilégier une des valeurs qui est celle artistique, tandis que la restitution, quant à elle, va plutôt chercher à rendre l'état supposé de l'œuvre. Dans cette vidéo, nous allons donc chercher à répondre à ces questions et pour cela, nous avons fait appel à une association étudiante de la Panthéon-Sorbonne qui s'appelle ICOSAD. Elle réunit des étudiants qui sont en cursus de licence de préservation et restauration des biens culturels et nous avons eu l'honneur et le droit d'aller filmer des ateliers de restauration et de conservation. Alors moi, c'est Julie, je suis en M1, du coup en spécialité art graphique et livres. Ça fait du coup, c'est la 4e année le M1. Et du coup, on apprend à restaurer les œuvres d'art. Là, je suis sur un bouquin qui a un petit problème. Les deux plats sont détachés. Le dos aussi, j'ai dû le détacher parce qu'il tenait plus du tout, en fait. Et du coup, là, je vais devoir créer une couture, recréer toute la couture pour pouvoir rattacher les plats avec du coup un morceau de parchemin que je vais en fait coudre sur ici en fait, que je vais placer ici. Et en fait, je vais devoir refaire une couture par-dessus, ce qui va me permettre de glisser en fait le plat et le rattacher. Et puis il va falloir aussi rattacher les anciennes gardes. Encoller le dos du coup sur un papier qui a été pré-teinté, puis du coup reteinter plus précisément pour avoir quelque chose de propre et qui se voit le moins possible. Et puis tout ça pour que le livre en fait il soit de nouveau consultable, parce que là dans l'état il n'est pas manipulable. Enfin si ça avait été un document assez rare, ça n'aurait pas été envisageable de manipuler, alors que là du coup tout notre petit travail, c'est de faire ça. Non, voilà. Et puis après, souvent, nous, le jeudi, c'est notre jour d'atelier. Après, ça dépend des années, mais souvent, on est en stage aussi. Là, par exemple, moi, je suis en stage 3 jours par semaine. Et du coup, en fait, c'est en pratiquant qu'on apprend, en fait. Vraiment, la pratique, c'est hyper important. Après, il y a tout l'apport théorique. Donc, on lit beaucoup, on fait beaucoup de recherches. Là, pour les mémoires, pareil. On fait beaucoup de recherches, mais sinon, on essaie vraiment de développer nos mains, parce que c'est comme ça qu'on sait en fait. C'est votre outil. Ouais. Et puis c'est surtout que, la main, au bout d'un moment, tu as confiance en ta main. Et tu vas, même si tu réfléchis toujours à ce que tu vas faire avant, etc. Mais c'est aussi savoir le fait de faire, ça te donne de l'expérience, et cette expérience-là va te permettre d'éviter d'avoir des erreurs. Ou des horreurs après. Il faut toujours remettre ton travail tout le temps en question, en fait. C'est ça qui est cool. Moi, du coup, c'est Laurelay Renevier. Pareil, je suis en Master 1 dans la formation, là, conservation, restauration des biens culturels et tout. Et du coup, je vais aussi présenter ce que je fais là actuellement. Ok. En fait, je suis en train de reporter le schéma de couture du livre que je travaille, pour ensuite pouvoir consolider en fait les nerfs, donc ces fils-là, parce qu'ils sont tout cassés, etc. Du coup, on les renforce. Je vais devoir les reprendre avec le schéma de couture du livre, etc. Donc ça demande de faire une petite partie du motif et tout, pour savoir où est-ce que tu places ensuite ta couture de renfort. Voilà. Moi, j'ai toujours été intéressée par l'art et tout, en règle générale. Et en fait, je suis tombée sur une école d'art sur Avignon qui était spécialisée là-dedans. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça a l'air sympa. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Et puis après, je me suis spécialisée en papier quelques années plus tard. Voilà.
Là, on a fait la colle d'amidon, on l'a laissé refroidir et en fait, on la passe au tamis pour affiner les grains et qu'elle soit plus facile après à l'application, qu'elle ait plus de pouvoir collant. Donc en général, on la passe une fois ou 2 fois si on veut vraiment qu'elle soit très fine au niveau des grains. Et donc les outils qu'on utilise, en fait, c'est le tamis, le bac en bois, c'est du matériel japonais. C'est les Japonais en fait qui sont super forts en papier et en colle, qui ont inventé un peu les techniques. Voilà, donc on refait pareil. Alors moi je m'appelle Camille Nadin, je suis en L3 art graphique comme les autres. Et là je suis en train de faire de la colle de gélatine. Donc le principe c'est de respecter des doses 1 pour 10 ou 1 pour 9. Ici on va partir sur 1 pour 9. Donc en fait on place 6 grammes de gélatine environ dans le pot. Et ensuite on va venir rajouter 55 ml d'eau. Et en fait la gélatine ça permet d'éviter un apport d'eau trop grand sur les œuvres. Et du coup l'idée c'est d'avoir une colle qui sèche très très vite, pour laquelle l'eau va s'évaporer très rapidement. Utilisé aussi bien comme cataplasme en fait pour protéger le cuir, pour justement réactiver une ancienne colle qui pose problème, ou alors pour coller quelque chose, une matière qui nécessite un très faible apport d'eau. Parce que je savais que j'avais envie de faire quelque chose en lien avec l'histoire de l'art, mais en même temps un métier assez pratique depuis le lycée. Je m'étais d'abord tournée vers l'archéologie. Et même si j'avais beaucoup apprécié, c'est quand même un métier qui est très physique et la restauration s'est imposée à moi. Hop. Et là du coup, normalement c'est bon, donc on laisse poser 1 heure. Et la gélatine va se former tranquillement. De 15-20 minutes là actuellement. Donc la gélatine elle a monté et en fait maintenant l'idée c'est de faire un bain-marie pour la chauffer, pour perdre un peu cette texture granuleuse et pour que ça soit plus fluide, pour ensuite pouvoir l'utiliser et l'employer sur le cuir sur lequel je travaille. On peut utiliser normalement ce qu'on appelle un agitateur, donc c'est une espèce de machine qui ressemble un peu à la balance ici, qui va permettre de chauffer dans un premier temps la gélatine à une température bien précise. Donc généralement on fait ça entre 39 et 45 degrés. Si on monte au-delà de 50, la gélatine elle va commencer à cuire et elle perd toutes ses propriétés. Mais là du coup 39-40 et ensuite on place un agitateur dedans et la machine permet de l'agiter et du coup de lui donner une texture plus fluide. Sauf qu'on n'a pas cette machine ici, donc à la place on va tricher. Il faut quand même surveiller la température parce que justement si c'est pas assez ça va pas faire grand chose. Bon c'est pas très grave au niveau de la gélatine, mais si on la cuit trop, elle commence à cuire littéralement et du coup elle perd une partie de ses propriétés, donc on n'a pas envie de ça. Tout là en fait, avant de faire ma super couture que je pensais faire tout de suite, je vais en fait mettre un papier japonais sur tout le dos pour du coup en fait renforcer et être sûre, parce que quand je vais devoir coudre, je vais soulever en fait cette partie-là et en fait la couture de base est déjà fragilisée. Donc si je la manipule trop, je risque de recasser le dos alors que j'ai déjà un petit peu réparé. Là le papier japon il va permettre temporairement, enfin il va rester de manière définitive, hein, mais il peut être enlevé etc. Et il va me permettre en fait de travailler sans tout casser. Donc c'est surtout ça le... Et puis comme ça je vais m'en servir pour rattacher après... pour rattacher le dos, je vais pouvoir faire des... Il va me resservir après, quoi. C'est juste un renfort finalement provisoire, mais qui va me servir. Et tu utilises quoi comme type de colle, du coup ? Alors ça, c'est de la colle d'amidon, mais qui est diluée, pour que ce soit un petit peu plus facile à manipuler, et parce qu'il est déjà pré-encollé, donc je réactive la colle, en fait, qui est déjà en dessous. Et hop. Après, je place juste du coup, en espérant être à peu près droite, parce que voilà. Et après, hop. Et après, hop. Voilà. Et puis comme ça, j'avais rattaché le signet qui était là, qui avait été détaché. En fait, c'est du fil de soie, mais une fois que ça vieillit très mal et généralement, ça nous cause souci. Là, c'est le cas.
Et du coup, ça permet de le fixer encore plus, quoi. Donc, ça sert à plein de choses, finalement. On se retrouve souvent avec des étapes qui, on se dit, oh non. Souvent, les étapes, en fait, elles servent à plusieurs choses en même temps. En plus, un truc qui est rigolo, c'est que souvent, en atelier art graphique, on imagine qu'il n'y a pas souvent beaucoup de bruit. Et c'est vrai la plupart du temps. Hein. Parce qu'il y a des étapes en reliure, par exemple, qui sont hyper bruyantes. Donc des fois, on est avec des marteaux, ou alors quand on fait marcher la presse, ça fait des gros booms. Et c'est souvent... avant, on était dans un autre atelier où il y avait des élèves à côté. Et du coup, ils ne comprenaient pas, en fait, quand on faisait ça, ils ne pensaient pas que ça se passait comme ça. Et du coup, c'est rigolo. Et voilà. Maintenant, je vais attendre que ça sèche. J'ai pas identifié, mais j'ai essayé de retrouver en fait où étaient les fonds de cahier pour pouvoir passer ma couture, parce que si j'étais en train de faire ma couture en même temps, ça aurait été l'enfer. Et là, je vais juste attendre que ça sèche en attendant, puis je vais faire d'autres petits trucs pour avancer. Donc, moi, je m'appelle Cassandre Demielaco, je suis en M1 de restauration livre et art graphique. Et là, je suis en train de rajouter un papier japonais à ma page de garde qui s'est totalement déchiré du livre. Donc je rajoute un papier pour pouvoir la rattacher dans le fond du livre. Là, je suis en train d'utiliser une spatule chauffante pour que la colle sèche plus vite et ne crée pas des auréoles d'humidité sur le papier d'origine. Là, j'ai utilisé de la colle de méthyle parce que le papier est assez vieux, assez sale et il a déjà vécu un dégât des eaux et donc d'autres colles auraient créé trop d'auréoles rapidement. Donc selon les types de papier, on va changer les types de colle. Donc je n'utilise pas de la colle d'amidon parce que la colle d'amidon est beaucoup plus chargée en eau que la colle de méthyle. Et pourquoi avoir choisi de faire de la restauration du coup ? Parce que j'aime pas quand les livres sont abîmés. Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est ce qui m'a poussée à faire ces études, c'est que j'aime bien avoir des livres tout beaux, tout propres, qu'on puisse conserver dans le temps et avoir une belle bibliothèque. Voilà. Là, ça va retourner dans la bibliothèque de notre professeur, mais si c'est dans une bibliothèque, ça va retourner en rayonnage. Si c'est un particulier, ça va retourner là où lui le veut. Donc ça dépend de la demande, ça dépend de comment la restauration est faite. Il y a des restaurations qui vont être très très poussées et très intrusives pour que le livre retourne vraiment en bibliothèque, soit de nouveau consulté et manipulé, et d'autres restaurations qui vont être très succinctes, justement pour toucher le moins possible l'œuvre, la conserver au maximum dans son intégrité originale. Et l'œuvre sera très peu manipulable. Et donc sera plutôt conservée soit dans une boîte ou alors dans un espace qui lui permet qu'il se dégrade moins. Vu qu'on intervient sur l'œuvre, on n'a pas le droit à l'erreur. Tout ce qu'on fait, ce sera définitif. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure pour renforcer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu et que vous avez pu découvrir et apprendre plein de choses sur le monde de la conservation et de la restauration. Si vous avez aimé, vous pouvez partager, liker cette vidéo et la diffuser autour de vous. Et on espère vous voir très prochainement pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures.